La conciergerie, lorsque je l'ai créée, n'était pas du tout ce que l'on entend aujourd'hui. Tout ce que je gagnais via mes services de conciergerie, je l'ai réinjecté dans de la com. Je vois souvent ce modèle des conciergeries que j'interviewe qui font une rupture conventionnelle. Et tous les biens que j'ai mis en location étaient pleins à craquer à des tarifs exorbitants. C'est un peu le Tinder de la conciergerie. En fait, on a une grosse problématique dans le métier, c'est le ménage. Quand je le faisais moi-même, je savais comment c'était fait. À chaque fois qu'on se confronte à un problème, derrière, on essaie de trouver une solution. Bienvenue Nicolas sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie de te retrouver dans un studio vidéo à Bordeaux. Ça fait toujours plaisir de se rencontrer pour de vrai, parce que c'est vrai que d'habitude j'enregistre les épisodes mais à distance, c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, nous expliquer quelle est ta conciergerie, depuis combien de temps tu l'as ouverte et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta conciergerie aussi? Bonjour Vanessa. Alors, moi j'ai créé ma conciergerie en 2015, donc ça fait en août 2015, ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas Logvinienko et ma conciergerie s'appelle Mary Poppins Conciergerie. C'est original. Merci. C'est un nom qu'on retient en règle générale. Alors moi, la conciergerie, lorsque je l'ai créée, n'était pas du tout ce que l'on entend aujourd'hui comme conciergerie Airbnb. J'avais créé j'avais une idée de conciergerie qui était de proposer un service à quelqu'un qui me contactait par texto. Okay. En fait, c'était plutôt de rendre le service à quelqu'un qui me contactait par texto, de lui facturer le service et ensuite de déclencher le service. En 6 mois, j'ai fait à peu près 500 €, donc c'était pas de chiffre d'affaires, voilà, donc c'était pas du tout lucratif. Et il a fallu gagner un peu d'argent. Du coup, je me suis inscrit sur un système qui mettait en relation des concierges et des propriétaires. C'était à l'époque Welky qui faisait ça. Et du coup, eux, Welky prenait une commission au passage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des accueils, à faire des ménages et à travailler donc en solo et à développer petit à petit mon business. Le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné. Et j'ai pu assez rapidement me passer de Welky. Et donc, du coup, voilà le début de la conciergerie Mary Poppins. Ok. Et ce format SMS service, ça t'est venu d'où ? Alors, je voulais impérativement être mon propre patron. Donc, j'étais salarié avant, j'étais développeur informatique. Et je cherchais des idées, en fait, aux États-Unis. Voilà, je regardais ce qui se faisait à ce moment-là aux États-Unis. Et il y avait un service qui s'appelait Magic, qui était basé en Californie, et j'ai essayé de recopier un petit peu le concept, sauf que ça demandait beaucoup de communication. Et j'ai pas réussi j'avais pas le budget pour avoir la com qui permettait de gagner de l'argent avec ça. D'accord. Mais ce service existait déjà à Paris, ça s'appelait Claque des doigts à l'époque. Ok, et ça existe toujours ? Et je crois pas que ça existe encore, non. On n'était pas assez ouvert encore en France, peut-être, pour ces services-là. Ouais, je pense. Comment ça t'est venu l'idée de la conciergerie en location courte durée, après ? Eh bien, en fait, à force de faire des accueils et des ménages, donc pour mon propre compte, au départ, en passant par Welky, et en voyant que le service que je proposais semblait être qualitatif, parce que j'avais un bon retour de la part des propriétaires et des voyageurs, je me suis mis à me structurer. À l'époque, j'avais fait une rupture conventionnelle sur mon ancien travail. Je touchais le Pôle emploi à l'époque. Ce qui me permettait d'avoir une rentrée d'argent, et tout ce que je gagnais via mes services de conciergerie, je l'ai réinjecté dans de la com. Ouais. Donc site internet, voilà. Et petit à petit, ça s'est bien professionnalisé. Le site était très bien référencé parce que j'étais un des premiers aussi. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, le nombre de biens a augmenté jusqu'à aujourd'hui où j'en ai une 40aine. Ok. Et avec Welkist, ils t'ont apporté combien de logements ? Au départ,
c'est plutôt, on va parler en propriétaire. Ok. J'ai eu 2 propriétaires avec un logement et une propriétaire avec, elle devait avoir 6 ou 7 logements à l'époque et ça a très bien marché avec elle et on est monté jusqu'à une quinzaine. Ah oui, ok. Et tu avais la possibilité d'arrêter, de continuer Walkies et en même temps, toi, prospecter pour tes propres clients. Ah non, après Walkies, j'ai totalement arrêté. Ah, d'accord, ok. Oui, Et oui. là, tu as développé... Une fois que mon site internet était en place, j'avais plus du tout besoin du système de mise en relation de Walkies. Ok. Donc, c'était un petit tremplin avant de te lancer Absolument. à 100%. Tout à fait. Et Mais je ne savais pas que je voulais faire ça au départ. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu cherchais à l'époque en créant une conciergerie? En fait, c'était surtout en créant un business, mais c'était d'être indépendant. Et après une quinzaine d'années en tant que salarié, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose et j'avais envie d'essayer quelque chose. Ouais, je vois souvent ce modèle des conciergeries que j'interviewe qui font une rupture conventionnelle, qui profitent du chômage pour se lancer. Et c'est vrai que c'est une réelle opportunité en France de pouvoir avoir le chômage pour se lancer. Toi, du coup, tu as démarré totalement quand tu avais arrêté ton activité de salarié. Tu as démarré à ce moment-là. Ou tu as continué à... Ou tu as commencé... Enfin, tu as développé en même temps que tu étais salarié un petit peu ou pas du tout? Non. Okay. J'ai arrêté le job que j'avais totalement, rupture conventionnelle, c'est exactement ce schéma-là. Et derrière, chercher une idée de business, parce que comme moi, c'était indépendant, le business, en fait, ça m'était égal. Et il y avait cette opportunité-là qui a fait que je me suis engouffré dans la brèche. Oui. Donc, si je récapitule, tu as fait 6 mois le test de conciergerie par SMS. C'est ça. Voilà. Après, Walkies, ça a duré combien de temps? Ça a duré 6 mois aussi, à peu près. Ok. Ouais. Et au bout d'un an, finalement, tu t'es lancé, tu étais bien référencé. Ouais, tout à fait. Il y a 10 ans, j'imagine qu'il y avait peu de concurrence. Tu disais que Il y en avait beaucoup moins. Il y en avait beaucoup moins. Ouais, à Bordeaux, on devait être 4. 4, ok. Ouais. Et maintenant je sais pas. Je pense qu'il y a plus de 15 conciergeries, à mon avis. Ok. Parlons de tes débuts. Donc, tu étais informaticien, c'est ça? Oui. C'est rien à voir. Comment tu as appris le métier? Le métier de concierge? Ouais. Sur le tas. Simplement du bon sens. Nettoyer un appartement, en fait, c'est du bon sens. Il faut que ce soit propre. Et il faut le faire aussi propre que l'on souhaiterait l'avoir pour soi. Donc, ça, c'est logique. Accueillir des gens, pareil, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et donc, du coup, on apprend. C'est totalement empirique comme façon d'apprendre. À chaque fois qu'on se confronte à un problème, derrière, on essaie de trouver une solution. Et la conciergerie n'existait pas à cette époque, donc il fallait inventer. Trouver la solution. Trouver les solutions. Et ton partenariat avec Walkies, il n'y avait pas de formation? Il n'y avait pas du tout de partenariat. C'est pas un partenariat. C'est un apport d'affaires, plutôt, non? Oui, c'est un peu le Tinder de la conciergerie, Walkies, en fait. Mais ils le font plus, ça, hein? Ah non, ils le font plus du tout. Okay. Et ils ont basculé de modèle, je sais pas, 2-3 ans après. Mais au départ, c'était juste ça, cette mise en relation-là. En tout cas, à Bordeaux, comme il y avait plusieurs villes qui géraient, peut-être qu'à Paris, ils avaient déjà fait de la conciergerie normale, comme on l'entend aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc ça fait 10 ans. 10 ans, ça va faire 10 ans. Je pense que tu es l'un des seuls sur le podcast à avoir autant d'années d'expérience. On va parler de tout ça, justement. Comment ça a évolué ton activité depuis le début? Donc tu as démarré, on va dire, une fois qu'on a enlevé Walkies, on va dire que tu as démarré à ce moment-là. Tes premiers logements ont été faciles à obtenir grâce à ton site. Comment ça s'est développé? Oui, en fait, mon site était très bien référencé. Et du coup, c'était un moment où on parlait beaucoup des Airbnb, pour de bonnes raisons à l'époque. Il y a eu en fait un tremplin, je crois que c'était c'était en 2016, je crois que c'est l'Euro 2016 à Bordeaux. Donc moi j'ai commencé en 2015. J'ai fait ma première année où j'ai fait mes petits essais, machin, etc. J'ai fait mon site et l'Euro 2016 arrive. Et là, en fait, c'était incroyable le nombre de personnes et d'étrangers qui sont venus à Bordeaux. Ouais. Et tous les biens que j'ai mis en location étaient pleins à craquer à des tarifs exorbitants. On avait aussi le Vinexpo, qui à l'époque était uniquement à Bordeaux.
et qui drainait en fait des gens du monde entier avec des tarifs incroyables à la location. On faisait du x3 et du coup il y a beaucoup de propriétaires qui étaient intéressés par ça et comme il y avait peu d'offres de gestion et j'étais un des premiers à faire des offres de gestion, du coup pour moi j'avais un boulevard devant moi. Ouais. Et te contacter via ton site, hein. Via mon site, ouais. Et puis le bouche à oreille aussi. Ouais, au fur et à mesure. Ouais. Ok. Les bouche à oreille, ça a pris du temps de se mettre en place? Non. Sur une année complète, disons que ça s'est mis en place. Et 10 ans après, c'est toujours pareil? C'est le site et le bouche à oreille? Ouais. On va dire même un peu plus le bouche à oreille, parce qu'il y a plus de concurrence. Et comme il y a dans ce métier à boire et à manger, il y a beaucoup de gens qui se lancent la fleur au fusil. Alors maintenant, on a plein d'outils qu'on nous propose en tant que concierge. Moi, à mon époque, il fallait tout inventer, tout faire. Et là, du coup, ces gens-là se lancent avec tous les outils en main et se disent que les outils vont être suffisants. Et je pense qu'il y en a qui se cassent un peu le nez quand même, qui font beaucoup d'erreurs, qui créent des propriétaires mécontents, et du coup, ça dynamise le marché et les gens bougent. Ouais. Mais même moi, j'ai des propriétaires qui sont partis pour certaines raisons. En fait, on a une grosse problématique dans le métier, c'est le ménage. Et le ménage, quand je le faisais moi-même, je savais comment c'était fait. Mais à partir du moment où on travaille avec d'autres personnes et on sous-traite, on est dépendant de ça, même si on essaye de faire au mieux pour que les intervenants soient le plus heureux et le plus épanouis dans leur activité. Sachant que le ménage peut être une activité épanouissante, malgré tout. Aujourd'hui, du coup, tu as des prestataires indépendants. Comment tu fais pour le ménage? J'ai des prestataires indépendants et une employée. Les intervenants ménage sont indépendants. Et mon employé me sert pour laver le linge. Parce que c'est moi qui gère le linge que je propose aux propriétaires. Donc c'est du linge que je leur loue, que je lave, que je stocke, et les intervenants ménage viennent chercher au stock le linge propre et rapportent le linge sale que mon employé lave. D'ailleurs, la partie linge, c'est aussi une des problématiques pour certaines conciergeries. À Bordeaux, c'est plutôt, il y a plutôt des services qui proposent du linge, mais toi, tu l'as acheté, si je comprends bien? Alors, je suis passé par plusieurs étapes. La première étape, c'était Elis. À l'époque, Elis débutait sur ce marché aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne le propose plus. Donc, débutait sur ce marché et proposait du coup de la location de linge pour les conciergeries. Mais la qualité était pas très bonne en termes de linge fourni. Et leur contrat était terrible. C'est-à-dire que c'est un engagement pour 4 ans. Souvent. C'est ça. Donc j'ai commencé comme ça parce que je commençais à grossir, j'avais besoin de linge, je ne m'étais pas rendu compte vraiment de ce que je signais. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que le service fourni était nul, à mon sens, en tout cas pour moi. Et j'ai voulu rompre le contrat. Compliqué. Et là, ça a été compliqué. Oui. Et donc, du coup, là, on a été obligé de faire ce qu'on appelle un protocole transactionnel. Je leur devais normalement 15 000 € pour pouvoir sortir du contrat. Et on a réussi à s'en sortir parce qu'en fait, leur contrat n'était pas légal, avec des frais d'avocat partagés. Ok. Voilà. Mais je m'en suis sorti. Donc, j'ai eu cette étape-là. Donc, tu as commencé comme ça? J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'avais pas lâché des 2 mains à Elis, en fait. Voilà. J'avais déjà, en amont, commencé à sous-traiter ailleurs. Et la personne à qui je sous-traitais était un indépendant, qui avait une blanchisserie avant, qui avait des machines dans sa cave, et à qui j'envoyais tout le linge. Et tous les jours, on lui amenait du linge et on récupérait le pot. Ok. Ce monsieur-là avait un certain âge, et en fait, je lui ai donné un tel volume qu'au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Il ne suivait plus la cadence. Et au bout de la rue, il y avait une petite laverie. Et il m'a dit un jour, Nicolas, il y a un tel qui vend sa laverie, est-ce que ça t'intéresse pas? Parce que moi, j'en ai marre de faire ton linge. Et il nous a mis en relation, et j'ai pu acheter cette petite laverie. Lui, il voulait pas vendre sa blanchisserie?
Ah non, c'était chez lui, c'est sa cave. Ah, d'accord, oui. Et, voilà, il avait ses machines dans sa cave, de son ancienne blanchisserie. Et du coup, il nous a mis en relation, il y a eu pas mal de tractations, et au bout d'un an, l'affaire s'est faite, et j'ai pu acheter cette petite laverie, avec une partie de stockage à l'arrière, et c'est là maintenant que mon employé vient pour faire son linge, sachant que c'est une laverie ouverte au public. Ok. La laverie Mary Poppins. Ok, et tu as assez de machines pour toi et le public? Absolument, et en fait on essaye d'intervenir nous dans des moments creux. Donc quand c'est fermé peut-être? Non, c'est ouvert tous les jours de 7h à 21h30, Ah, oui. mais il y a des pics d'activité. Okay. Donc on essaye de venir faire le linge quand il y a moins de gens. Parce que moi j'ai les statistiques des gens qui viennent, donc je sais quand y aller. Ça impose le fait d'acheter du linge du coup? Ouais. Donc là t'es passé aussi par un professionnel? Pareil, un confectionneur dans le nord de la France. Okay. Alors il y a eu plusieurs choses. J'ai racheté des stocks de linge de personnes qui arrêtaient. Il y a une société qui s'appelle Écolinge qui vend du linge d'hôtel usagé mais reconditionné, qui fonctionne bien. Et je fais aussi confectionner par des confectionneurs du nord de la France. Ça a un certain coût pour une conciergerie qui se lance. Ah oui. Toi, c'était au début finalement, plus ou moins. T'as fait combien de temps avec Elis? 2 ans. Ah non, d'accord, ok. Donc t'avais un peu de trésorerie pour pouvoir acheter du linge au final. Ouais. Okay. Et ça se renouvelle tous les ans, il faut en racheter en fait. Il faut racheter, disons, tous les ans, il faut racheter un tiers du stock. Ok. Voilà, pour faire tourner. Ok. Et après, ça fait des chiffons. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, tu es toujours, j'ai envie de dire, à la fiche Bristol, puisqu'il n'y avait pas forcément d'outils, ou tu t'es un peu, on va dire, mis à la page et tu utilises les outils proposés? Alors, je me suis rapidement mis à la page. De toute façon, au tout départ, on faisait ça avec des calendriers, avec des connexions ICS, des trucs très simples, et en fait, on voit vite les limites de ça. Et du coup, j'ai pris ce qu'on appelle un channel manager que tous les concierges doivent connaître. Oui. C'était le premier channel manager que j'avais, ça s'appelait Xotelia. Je crois que ça n'existe plus. C'était une horreur. Il y avait tout le temps des surbookings, ça marchait très mal. Mais en même temps, ça avait le mérite d'exister. Donc, au final, c'était pas mal parce qu'il y avait très peu d'outils sur le marché. Après, il y avait un outil qui s'appelait BookingSync, qui est très connu. Qui s'appelle maintenant Smiley. Qui s'appelle maintenant Smiley, avec lequel j'ai tourné pendant 7 ou 8 ans. Qui était très dynamique, en fait. Vraiment, dans le dev, ils étaient pas mal du tout. Il y a beaucoup de nouvelles de fonctionnalités qui arrivaient. Étant ancien développeur, j'avais pas trop de mal à prendre en main des outils informatiques. Et après, du coup, moi, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai créé ma conciergerie, donc c'était pas du tout réglementé. J'ai créé ça, il n'y avait aucun code APE qui existait pour ça ou quoi que ce soit. Donc on faisait avec ce qu'on avait. Il y a une date importante à Bordeaux dans le métier de la conciergerie, c'est le 10 juillet 2017. T'as marqué cette date? Ouais, cette date m'a marqué parce qu'en fait, c'était le vote d'un décret municipal qui interdisait la mise en location courte durée des résidences secondaires, si elles n'avaient pas une destination commerciale et un usage à hébergement hôtelier. Autant dire que c'est quasiment tous les Airbnb de l'époque. Donc 10 juillet 2017, c'est le vote du décret. 1er mars 2018, application du décret. Ils n'ont pas fait la publicité à Bordeaux de ce décret. Du coup, toutes les personnes qui n'avaient pas anticipé un changement de destination se sont retrouvées avec des biens Airbnb illégaux. Et donc ils ont dû soit les vendre, soit les mettre en location normale. Mais ils n'avaient plus du tout le droit de le mettre sur le marché du Airbnb, de la location courte durée. Du coup, on parlait des channel managers. Et je suis passé là-dessus. Et je suis passé là-dessus pour parler de la réglementation.
J'ai commencé le métier, on faisait ce qu'on appelle de l'intermédiation. Et l'intermédiation immobilière est gérée par une loi qui s'appelle la loi Hoguet. Et cette loi, lorsqu'on est une conciergerie, on est très borderline. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire, et je pense qu'il y a beaucoup de conciergeries qui ne sont même pas au courant qu'elle existe. Moi, je le savais, et je me suis mis en tête de me mettre en règle parfaitement pour ne pas être embêté. Du moins en règle avec la seule chose qu'il y avait à l'époque, et qu'il y a toujours d'ailleurs. Et c'est ça. Voilà. Et donc, pour être en conformité avec la loi Hoguet, il faut être une agence immobilière. Et pour être une agence immobilière, il faut avoir une carte de gestion, que l'on appelle la carte G. Étant donné que mon parcours scolaire était assez chaotique, il a fallu que je fasse des rattrapages par le biais de comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le mot. Des acquis professionnels, validation des acquis professionnels. Oui. Et j'ai pu rentrer dans une licence de transaction immobilière à l'université de Bordeaux, ce qui m'a permis derrière d'avoir le diplôme et de demander la carte G. Ok. Grâce à ça. Et donc ça, c'était en 2020. 2020, oui. Okay. Parce que j'ai passé mon diplôme en 2020. Je me souviens, c'était pendant le Covid. Et j'ai eu ma carte G en 2021. Janvier 2021. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de l'obtention de la carte G? Ça intéresse beaucoup les auditeurs. Oui. T'avais quoi à la base comme étude? Comme diplôme? Alors, j'avais un CAP d'opérateur projectionniste, un BEP de cuisinier, un DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires, un BTS non obtenu d'informatique de gestion, option administrateur réseau. Et voilà, je m'étais arrêté là. Ok, donc même pas de bac, c'est ça? Non, en fait, le bac, c'est le DAU, c'est une équivalence bac. Okay. Donc effectivement, parce que j'avais arrêté l'école en seconde. Donc on peut quand même avoir une carte G, comment t'as fait? Alors, ben voilà, c'était par le biais... Du coup, comme j'étais rentré dans un BTS, que je n'avais pas obtenu, je crois qu'on appelle ça le niveau BTS, okay. Il me semble. Mais tu avais fait les 2 ans? J'avais fait les 2 ans intégralement. Tu n'as pas eu le diplôme? Voilà, j'ai pas eu le diplôme. Okay. Après, j'ai fait toute ma carrière d'informaticien. Et lorsque j'ai voulu, donc du coup, obtenir la carte G, je me suis renseigné auprès de l'université, savoir comment il fallait faire, et est-ce que moi, dans mon cas, je pouvais intégrer une licence. Donc ça, j'avais 40 ans lorsque ça s'est produit. Et ils m'ont dit, vous nous montez un dossier, donc c'était un dossier de VAE, effectivement, validation des acquis de l'expérience, avec vos motivations, et on voit si on vous intègre ou non dans la licence. Donc la validation d'acquis, c'était parce que tu avais ta conciergerie? Oui, absolument, okay. Depuis quelques années. D'accord, ouais. Et combien d'années à ce moment-là? 2015, 2020, 5 ans. Ok. Et du coup, ils m'ont accepté. Je me suis retrouvé en classe pendant 1 an avec des étudiants d'une 20aine d'années, mais c'était très enrichissant. Ouais, c'était des cours vraiment? Ah oui, c'était à l'université, quoi. Et c'était chouette. Après, le seul truc qui était étrange, c'est que les oraux, on les a passés en visio, parce que c'était du Covid. Ah oui. Et puis voilà, et après j'ai eu le diplôme, et ce qui m'a permis derrière d'entamer les démarches qui sont assez lourdes, hein, notamment pour obtenir la carte G, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le diplôme. Le diplôme parce qu'en fait il y a plusieurs chemins pour obtenir la carte G. Je ne les ai plus tous en tête, mais il y a ce diplôme, où on peut avoir un diplôme dans le droit ou dans le commerce aussi, qui permettent d'y accéder. Tout à fait, oui. Derrière, il faut... moi, je voulais... Quand on a une carte G, par définition, on fait de la gestion, donc du maniement de fonds. Donc, il faut une garantie financière. Et une garantie financière, c'est de l'argent, c'est du montage de dossiers, il faut montrer patte blanche, etc. Donc, tout ça est assez onéreux. Ok, mais tu as quand même fait ce choix parce que tu voulais... tu avais peut-être une peur que la réglementation soit défavorable par la suite. Absolument, tout à fait. Okay. Et en fait, c'est quelqu'un, une des personnes avec lesquelles je travaillais, qui était propriétaire de logement, qui m'a dit,
Parce qu'en fait, à l'époque, il y a une conciergerie plus grosse que la mienne qui avait des vues sur ma conciergerie et qui voulait potentiellement me racheter. Okay. Sachant que lui, il était dans les règles. Il avait cette fameuse carte G. Et ce propriétaire-là, je lui en avais parlé, il m'a dit, écoute, je suis sûr que tu peux arriver à avoir ta carte G, fais ce qu'il faut. Et donc, il m'a donné confiance en moi et j'y suis allé, je l'ai eu et voilà, ça marchait. T'es arrivé à gérer les études et la conciergerie ? J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui avait une vingtaine d'années, qui était sorti du circuit scolaire. Il s'appelait François, il s'appelle toujours François, et qui ne demandait qu'une chose, c'était de bosser. Et du coup, je l'ai envoyé sur des missions, et au bout d'un moment, je pouvais aller... il était totalement autonome, et il me gérait la conciergerie pendant que j'étais en cours. Okay. Et malheureusement, sa femme a dû déménager dans la région parisienne, et il a suivi. Mais je pense que s'il était resté, on travaillerait encore ensemble. Ouais, ok. Du coup, maintenant, tu as la carte G. Qu'est-ce que ça a changé entre avant et maintenant ? Ah, ça a changé un truc intéressant. C'est qu'avant, lorsqu'un propriétaire n'était pas content, il pouvait dire « je ne vous paye pas ». Et maintenant que je perçois les fonds, et que c'est moi qui redonne l'argent aux propriétaires, déduction faite de mes honoraires et des différentes charges, s'il y a un impayé, s'il y a un litige, ça ne se jouera pas sur des rétentions d'argent. Voilà. Donc ça, c'est très important, parce que quelqu'un qui ne vous paye pas peut faire capoter votre business, quoi. Ouais. Ça a changé, donc ça, c'est un point positif. Un point négatif, disons, c'est la lourdeur administrative. Parce que on doit avoir en fait une comptabilité extrêmement fine. Lorsqu'on a des garanties financières, donc la garantie financière, pour expliquer rapidement ce que ce sont des organismes qui garantissent l'argent que vous percevez pour le compte d'autrui. C'est-à-dire que si vous êtes défaillant, c'est eux qui vont payer les personnes à qui vous devez de l'argent. Sauf que eux, c'est une assurance en fait, et ils font extrêmement attention à ce que vous ne soyez pas défaillant, parce que voilà. Et donc du coup, ils demandent beaucoup de choses. Et ce qu'on appelle la comptabilité mandante, donc c'est la comptabilité pour le compte d'autrui, c'est-à-dire tout l'argent que je perçois pour le compte d'autrui, je dois le justifier. Okay. Et justifier où il est passé. Et on doit faire aussi des comptes rendus de gestion tous les mois pour les propriétaires. Donc tous les mois, on envoie un document au propriétaire dans lequel il y a les différentes réservations, les montants payés par les voyageurs, les montants de ménage, les montants de taxes de séjour, les montants d'honoraires, les montants de papier cul et de réparation de robinet, voilà, tout ça. Et tu passes combien de temps là-dessus ? Alors, j'y passe de moins en moins de temps. Et tout à l'heure, on a fait une digression, on parlait de Smiley. J'ai quitté Smiley pour passer chez Avencio, qui est encore un autre channel manager, et qui lui intègre directement cette comptabilité mandante. Okay. Et c'est pour ça que j'ai basculé, parce qu'en fait j'étais content de Smiley, mais ils n'avaient pas cet outil de comptabilité mandante qui était essentiel pour moi, sachant que avant de passer chez Avencio, je devais ressaisir à peu près 7 opérations par réservation, donc dans un logiciel de comptabilité, okay. Sachant que j'ai à peu près 3000 réservations. Voilà, ça fait à peu près 20 000 saisies manuelles à faire dans un logiciel. Étant donné que le logiciel de comptabilité que j'avais à côté, qui n'était pas en lien avec Smiley, ne permettait pas d'import automatique, donc il fallait tout ressaisir à la main. Et Avencio, du coup, va me permettre, parce que là je vais avoir mon premier exercice avec Avencio, d'intégrer et de gagner énormément de temps. Quand je dis énormément de temps, c'est 3 semaines de travail. Hein. Du coup, maintenant, tu as aussi une devanture, une agence ? Alors j'ai pris des bureaux depuis 1 an et demi maintenant, qui me permettent 2 choses, recevoir des propriétaires et avoir du personnel avec moi dans les bureaux. Tout à l'heure j'ai parlé du personnel de ménage, et là c'est du personnel de gestion, mais c'est essentiellement des alternants. Okay. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler dans un bureau en commun que d'être à distance.
Est-ce que tu fais de la transaction aussi maintenant? J'ai eu fait un petit peu de transaction, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai essayé, j'ai la carte T aussi. J'ai essayé d'en faire, mais j'y arrive pas en fait correctement. Et il me faut quelqu'un à qui déléguer cette partie transaction. Un mandataire. J'imagine que tu as des propriétaires qui louent leurs biens par toi et qui veulent à un moment donné vendre, c'est ça? Oui, ça arrive. Ça arrive. Tu peux aussi t'en occuper. Absolument, tout à fait. Je l'ai déjà eu fait. Disons, pour être très honnête, sans grand succès au niveau de la vente, parce qu'il y a des grosses agences qui sont bien mieux outillées que moi pour faire de la transaction. En revanche, j'ai cette carte que les autres n'ont pas, c'est que je connais mon métier sur le bout des doigts. Donc faire un prévisionnel sur un appartement à mettre à la vente, je l'ai eu fait à plusieurs reprises. Et il y a des agences qui sont venues me voir pour que je leur prépare des prévisionnels, qui ont vendu à des personnes, et ces personnes sont revenues vers moi pour avoir la gestion. Pourquoi? Pour que je leur gère leur bien. Donc de ce côté-là, c'est intéressant aussi. Ok. Donc ça fait 10 ans. Ouais. Est-ce que tu as toujours le même engouement depuis le début? Non. Ça m'aurait étonné que tu dises oui quand même. Non, pas du tout. Je suis passé par toutes les étapes, donc du coup de balai à la gestion de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Disons que ça peut être usant. Mais après, je pense que c'est pas forcément lié à la conciergerie. Je pense que c'est le métier d'entrepreneur qui est usant, très excitant, on est tout le temps challengé, mais il faut être dans de bonnes dispositions. Et bon, il y a des hauts et des bas. Voilà, disons que c'est. Je regrette pas du tout d'être devenu entrepreneur. Je regrette. Je pense que je suis plus heureux maintenant en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié, étant donné que j'ai connu les deux. Mais en fait, il faut savoir que c'est du 7 sur 7, quoi. Voilà. Avec assez peu de vacances, il faut être bien suivi au niveau familial aussi, parce que si derrière on n'a pas du soutien, ça capote. Donc bon. Voilà, non, moi je suis bien, mais disons que voilà, je vois le futur différemment, avec des nouveaux business, mais moins disons peut-être un peu moins sur le terrain. Mais de toute façon, tu peux te le permettre pendant 10 ans, j'imagine. Oui, mais en fait, malgré tout, il faut toujours mettre tout le temps de l'huile dans les rouages, en permanence. Si on n'est pas là et qu'on laisse faire, étant donné que je veux accéder à un niveau de qualité le plus haut possible, parce que c'est vraiment ça mon cheval de bataille, c'est rester sur du haut de gamme. Après, il y a différentes formes de conciergerie. Il y en a qui font du volume. Moi, je ne fais pas du volume, j'essaye de faire plutôt de la qualité. Après, le volume... Quand je dis volume, c'est des petits biens, des petits logements. C'est difficile de faire du volume sur des grosses villas avec piscine. C'est sûr. Et d'être qualitatif en même temps. Donc j'essaie d'en avoir un nombre restreint et d'être le plus qualitatif possible. Parce que c'est vrai que des fois j'interviewe des conciergeries, elles ont 40 biens très vite. Toi, tu as fait le choix de rester sur 40 biens malgré 10 ans d'expérience, mais parce que tu as décidé de garder des biens qui sont qualitatifs. C'est ça? C'est ça. Et j'en refuse beaucoup. Ok. Je veux... En fait, dans ce business, il y a vraiment un truc à comprendre, c'est qu'on fait le même boulot pour une maison de 400 mètres carrés ou pour un appartement de 60 mètres carrés. Le même boulot, dans les grandes lignes, disons. Après, il faut rentrer plus dans le détail dans une grosse maison. Y passer un peu plus de temps. Et moi, je préfère... traiter avec des gens qui ont, disons, une politique, pas une politique, une vision qualitative des choses plutôt qu'une vision quantitative. Voilà. C'est juste ça. Mais après, ça, c'est juste un parti pris. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux, quoi. Tu as décidé de rester aussi sur le même secteur ou tu t'es un peu agrandi sur d'autres secteurs?
Alors, je suis essentiellement dans le centre de Bordeaux. À une époque, je suis monté jusqu'à Margaux, la Marque très exactement, pour gérer un château. Et là, c'était génial. Malheureusement, ils ont pris des gardiens de propriété maintenant, donc qui habitent sur place, donc ils n'ont plus besoin de gestionnaire. Et là, je suis essentiellement donc Bordeaux-Centre et Sud-Bordeaux. Donc Léognan, Martillac, Saint-Selve. Et là, j'essaye de développer un peu la rive droite, mais sur des jolies maisons. Ok, donc t'es pas national, quoi. Ah non, non, pas du tout. Non, Okay. non, non. Et c'est pas du tout une ambition. Non, pas sur ce business-là. Ok. Une chose aussi, je reviens sur les débuts de ce qu'on s'était dit, parce que je pense qu'il y a une chose importante j'ai une question importante plutôt à te poser. Tu as dit que tu avais le chômage pendant 2 ans, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'après ces 2 ans, tu as pu te rémunérer ou ça a été compliqué ? Oui, j'ai pu me rémunérer. Ouais. Ça t'a suffi, les 2 ans de chômage ? C'était au moins équivalent au chômage au début. Et puis petit à petit, c'est monté en puissance. Alors après, il faut faire hyper gaffe. Alors moi, j'ai jamais été auto-entrepreneur. J'ai toujours été en SAS. Mais pour avoir de toute façon la rupture conventionnelle et avoir le chômage pendant 2 ans, il me semble qu'il faut une société. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça que j'avais fait ça comme ça alors. Il faut savoir que lorsqu'on commence à se verser un salaire, mais je pense que beaucoup le savent, il y a l'URSSAF derrière, et du coup, pour toucher un petit peu, il faut payer beaucoup. Donc pour toucher beaucoup, il faut payer très beaucoup. Une SAS, je donne des chiffres grossiers, mais c'est à peu près ça. Si on veut se donner 1 000 €, il faut sortir 1 700 en général. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est assez onéreux. Donc il faut bien faire les bons choix dès le départ. Absolument, tout à fait. Ok. Si tu devais recommencer aujourd'hui, est-ce que tu ferais différemment les choses ? Je pense que... Je pense pas, en fait. Je pense qu'à chaque fois, j'ai essayé de trouver les solutions les plus intelligentes qui m'ont permis de monter un step. Après, si, il y a une chose. En fait, on n'en a pas parlé, mais pendant tout ce temps-là, en 2019, j'ai eu un souci au niveau de la TVA. Une mauvaise gestion de la TVA, ce qui m'a créé... Je me suis retrouvé avec une dette en décembre, donc 2019. Je crois que je devais avoir 23 ou 25 000 € de TVA. Et ça, c'était consécutif à un mauvais contrôle de ma part du comptable. Voilà. Et du coup, mon entreprise a failli fermer. J'avais des clients avec qui je m'entendais très bien, qui m'ont proposé de devenir associé pour injecter de l'argent, pour me faire passer le cap. Je leur ai revendu les parts. Après, je leur ai racheté les parts au même prix que je leur avais vendu. Ils ont récupéré leur argent. Vraiment, ils m'ont sauvé la vie. Et en fait, voilà, j'ai été sauvé par ces clients-là. Mais si j'avais un conseil à donner, c'était hyper attention à sa compta et à sa TVA. Pour pas se retrouver dans des situations où en fait on ferme les yeux, on se pense que l'administratif... Qu'est-ce qu'on délègue, mais en fait, voilà. Faut vérifier. Il faut avoir un contrôle sur tout. Ouais. Comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Absolument. Donc même si on a un bon comptable, toujours vérifier que tout soit fait dans l'ordre. Tout à fait. Et en fait, quand on est entrepreneur au départ, on se concentre sur son métier. On essaye de faire au mieux son métier. Et on a du mal à, en tout cas pour ma part, à vraiment réaliser l'importance de l'administratif à côté. Et en fait, c'est aussi important. Et au plus on avance, au plus on grossit, au moins on fait son métier, au plus on fait de l'administratif. C'est ça. Mais au début, on n'y fait pas attention. Et on n'y pense même pas. C'est ça. On est tout frais, tout content de faire son activité. Et... on se plante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer maintenant ? Faire attention à sa comptabilité. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition pour les nouvelles conciergeries, beaucoup d'outils informatiques pour automatiser des choses, etc. D'arriver à faire le tri un peu, tout ça, parce que tout n'est pas bon. Il faut... Avant de se lancer dans l'achat de différents outils informatiques, comprendre le métier,
bien le cerner, savoir quels sont les écueils et pas faire les choses à l'envers en achetant tous les outils possibles et imaginables et en se disant que ça va résoudre tous les problèmes. Parce que si on ne comprend pas le métier à la base, on va passer à côté de choses et on va perdre de l'argent et se retrouver confronté à des situations merdiques qu'on a tout le temps en tant que concierge, parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est un métier de situation merdique. Comment vois-tu l'évolution du marché de la conciergerie sur les 5 prochaines années ? Est-ce que tu t'y vois toujours déjà ? En fait, moi, je suis en train de lancer d'autres business. Donc, j'aimerais peut-être passer à autre chose. Bon, c'est clair que ça se professionnalise et là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, il n'y aura pas de place pour tout le monde, quoi. Il faut essayer d'être bon, voilà, sur tous les plans. Et ne pas croire qu'en un claquement de doigts, on va arriver à faire des miracles, parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui nous font croire que c'est facile et qu'on peut gagner énormément d'argent. On voit aussi la balance. Il y a aussi pas mal de gens qui disent « Attention, c'est pas si facile que ça ». Moi, je suis plutôt du côté de ces gens-là. Mais tous les gens qui vendent des solutions miracles et des abonnements, eux, ils se font du pognon pour vendre leurs abonnements, mais à vrai dire, les concierges, ils perdent du pognon et comment dire, ils se font avoir. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de charlatans. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Je ne parle pas parmi les concierges, mais parmi les gens qui vendent des solutions miracles et des formations de coaching, machin, etc. Il faut faire gaffe. Je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Si j'ai créé ce média, c'est justement pour montrer que c'est pas facile, qu'il faut pas croire qu'on va automatiser tout et on va travailler 2 heures par semaine. Ça n'existe pas. Non. C'est de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat en général, c'est jamais simple. Donc il faut beaucoup s'investir au début. Après, on arrive à déléguer. C'est ça. Voilà. On arrive à faire le choix sur des bons outils si on en a besoin. Mais au début, il faut beaucoup travailler. Oui, et puis après, il faut voir les tâches qu'on aime faire aussi. Quand j'ai acheté la laverie, je savais que ça allait être aussi de la gestion. Donc, moi, je sais changer une pompe d'une machine à laver. Et en même temps, je fais ma comptabilité mandante. Et en même temps, j'accueille des gens. Et en même temps, hier, je suis allé réparer un chiotte. Vraiment, parce que le plombier, il me demandait 400 balles pour intervenir, alors que c'était un nettoyage de calcaire. En fait, voilà, bon. Voilà, il faut... Si on ne sait pas être débrouillard, on va crouler sous les intervenants, on va être dépendant. Moi, j'essaie d'être autonome le plus possible où je peux. Ok, hyper intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Okay. Merci à toi, Nicolas, pour ce partage d'expérience. C'était très enrichissant. Et puis, j'espère que les auditeurs vont apprécier. J'espère aussi. Je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.